Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ, asseyez-vous confortablement. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet, ça fait longtemps que j'ai envie de l'aborder, mais je savais pas trop sous quel angle le prendre en fait. Comme première question, j'ai envie de me demander pourquoi est-ce qu'il y a des joueurs avec qui on préfère jouer. Je suis quasiment certain que vous avez des préférences pour certains types de joueurs peut-être, que ce soit par exemple à votre table, il y a peut-être un joueur à votre table, parmi un panel de 5 joueurs par exemple, avec lequel vous passez, vous avez plus de synergie, ou vous adorez le moment où il va prendre la parole, un truc comme ça. Ou alors peut-être qu'il y a des joueurs avec qui vous préférez jouer, par exemple, un groupe de joueurs particulier, c'est-à-dire que vous essayez pas vraiment fréquemment à jouer avec des nouveaux joueurs, parce que tout simplement, vous préférez jouer avec un groupe de personnes en particulier, parce qu'il y a une synergie particulière avec ce groupe de personnes. On peut déjà partir du principe que s'il y a des parties qui se passent mieux que d'autres, ou des joueurs avec lesquels vous vous amusez plus, c'est déjà que ces groupes de joueurs ou ces individus sont différents. Ça, c'est une première chose, je pense. Peut-être qu'à la table à laquelle vous jouez fréquemment avec vos potes, ce que vous aimez, c'est une forme de confort, par exemple, une forme de confiance qui s'est créée parce que ce sont des amis, vous savez à peu près ce que vous attendez comme réaction de l'un, de l'autre, donc vous êtes plus confortable, vous savez ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire pour que la partie se passe bien avec ces gens-là. Peut-être que au sein même d'une table avec plusieurs personnes, vous trouvez plus de plaisir à écouter un joueur en particulier ou à échanger avec un joueur en particulier parce que sa personnalité ou quelque chose comme ça vous plaît davantage. Ce qui est certain, c'est que, et c'est la richesse du truc, on s'amuse pas nécessairement autant avec tout le monde. Alors, quand je vais dire ça, je pense qu'il peut y avoir plusieurs réactions, par exemple. On pourrait se dire, non mais attends, si on commence à différencier les joueurs, etc., où est-ce qu'on va en fait? Est-ce que les discriminations doivent arriver jusqu'à nos tables de jeux de rôle, monsieur? Et on pourrait, soit avec aplomb, soit mollement, dire, mais oui, nous sommes tous différents, et bien que nous soyons tous différents, nous devons tous être traités de la même manière, et nous devrions jouer avec tout le monde. À l'inverse, peut-être qu'une autre personne un peu plus élitiste, en écoutant ce que je suis en train de dire, se dit « Mais bien sûr qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que d'autres, et c'est pour ça que je joue avec eux, et les autres, je ne joue pas avec eux, je fais le choix des joueurs avec qui je joue. Le casting, c'est important. » Et peut-être d'ailleurs qu'ils ne se perçoivent pas comme élitistes, qu'ils se disent sur le moment, c'est normal qu'il y ait certaines personnalités, certaines synergies qui fonctionnent mieux que d'autres parce qu'on partage des valeurs semblables ou une culture semblable ou un langage semblable. Et en fait, en fonction de la réponse ou du premier truc qui vous vient à l'esprit quand je vous parle de ce sujet, on retrouve encore d'évidence une différence entre les individus dans la manière de réagir et donc une différence de personnalité entre celui qui s'est immédiatement dit « Oh, mais on va pas commencer à différencier les joueurs, c'est bon aussi !» et celui qui s'est dit « Mais bien sûr qu'il y a des différences entre les joueurs, il y en a des meilleurs que d'autres. » Mais ça peut aussi, cette différence, en fait, être une différence de circonstance. C'est-à-dire que, en fonction des personnes avec lesquelles vous vous trouvez, vous ne tiendrez pas forcément le même discours. Peut-être que dans votre fort intérieur, vous avez une pensée plutôt élitiste, mais que au devant de la scène, vous exprimez une pensée qui, elle, se veut conciliante, ou l'inverse, que pour avoir l'air radical et sûr de vous, le discours que vous tiendriez lorsqu'on vous pose la question, c'est celui de la cohérence envers vous-même en vous disant « Moi, je ne joue qu'avec des gens qui sont comme ça. Je peux vous l'affirmer, ça fait 30 ans. » Alors que dans votre fort intérieur, quand il y a quelqu'un d'un petit peu différent, vous faites les efforts pour que les choses se passent bien. Et puis ça peut aussi dépendre, la temporalité, c'est-à-dire que peu importe ce que vous êtes dit, cette position peut évoluer avec le temps et vous tiendriez peut-être pas la même réponse si on contextualisait différemment. Par exemple, moi je sais que je peux jouer avec à peu près n'importe qui tant qu'il s'agit d'un one-shot. Je suis prêt à faire des concessions si je joue pendant une période courte avec quelqu'un, même si, a priori, j'ai pas le sentiment que j'ai envie de passer toutes mes soirées avec lui. Là où si on part sur une campagne longue, je ne jouerai certainement pas avec cette personne, je la réinviterai pas, je sais pas quoi, et c'est pas forcément parce que je lui en veux ou quelque chose comme ça, juste parce que la partie de jeu de rôle que j'ai envie de jouer, j'ai envie de la jouer avec des gens qui me mettent en confiance et avec qui j'ai l'impression qu'on va pouvoir se passer la balle et qu'on va bien rigoler ensemble, ou justement pouvoir montrer une forme de sensibilité tout en se respectant. Et puis, ça peut aussi dépendre du type de partie de jeu de rôle à laquelle on va jouer. On peut jouer des parties que d'aucuns appelleraient beer and bretzel, c'est-à-dire quelque chose un peu plus comme la Shadow March, par exemple. L'objectif, ça n'est pas d'être sérieux de bout en bout. Il y a des passages vraiment, grossièrement, je dirais, HRP,
qui font partie de l'expérience et qui sont voulues et souhaitées. Tandis que pour d'autres parties, où on va avoir un objectif beaucoup plus d'immersion, etc., bah, on va être plus exigeant sur d'autres aspects. Par exemple, je vais prendre un exemple à la con. Si vous jouez à une partie Beer and Bretzel, ou un jeu un petit peu tactique, ou un jeu un petit peu, un peu ludique et tout, le mec qui est en mode, en fait, les règles, ça ne sert à rien. La seule chose qui compte en jeu de rôle, c'est l'expression, c'est le fait de ressentir des sentiments, c'est le rythme, c'est la narration. Au moment où vous lui demandez qu'est-ce que tu fais et qu'il n'est pas capable de lire sa fiche de personnage, vous n'avez pas envie de jouer avec cette personne-là. Tandis que, au moment où vous voulez un jeu un petit peu plus épuré niveau règles et où on est vraiment dans l'incarnation, etc., peut-être que ce gars-là, il est brillant. Et l'inverse est tout à fait possible aussi. Et puis, il y a peut-être aussi des gens qui sont capables de jouer sur tous ces registres. Et c'est ça aussi qui va nous intéresser dans cette vidéo. En gros, j'ai envie de parler un petit peu de la posture de joueur pour changer, plus que de MJ, même si tout ce que je viens de raconter, en fait, c'est différents types, on va dire, d'individus, mais on reviendra sur la notion de type, c'est différentes personnalités, c'est différents je sais pas quoi. Le rôle de MJ, lui aussi, est différent, et on demande peut-être au MJ différentes compétences, etc., en fonction du jeu de rôle auquel on a envie de jouer, de l'expérience qu'on a envie d'avoir. Mais ici, je me pose plus la question en tant que joueur, parce que j'aimerais bien, déjà moi-même, être capable d'un peu agrandir mon registre en termes de joueur de jeu de rôle, en tant que PJ, en fait. Et j'aimerais bien aussi, parfois, justement en étant un petit peu humble à ce niveau-là de ce que c'est quoi être un joueur, et essayer de me mettre dans la peau d'un joueur, être capable de mieux comprendre cette position, que je pratique beaucoup moins que celle de MJ, pour pouvoir vous partager des trucs là-dessus aussi sur la chaîne. Il y a un petit peu un truc utilitariste aussi derrière tout ça. Et donc c'est quoi finalement ce qui différencie les joueurs? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à la table, il y a un joueur, je me dis, c'est ouf, lui à chaque fois son personnage, j'y crois, j'ai envie de l'écouter en fait quand il joue. Des fois, il prend plus de place que les autres parce que je le laisse parler, alors que les autres, je vais avoir plus tendance à les interrompre. Et des fois, c'est inconscient, vous voyez. Et des fois, vous vous dites, vous vous sentez obligé de lui couper la parole alors que vous auriez bien aimé l'écouter roleplay un petit peu plus longtemps. Parce que vous dites qu'il faut laisser la place aux autres, mais en fait, quand c'est l'autre qui commence à roleplay, vous dites, allez, lui, on va essayer de l'accélérer un peu. Vous voyez ce genre de situation-là? Ou même, en tant que joueur, des fois, quand il y a un joueur qui va prendre la parole et ça va être à son tour de jouer, mon cerveau se déconnecte parce que je me dis, la plupart du temps, ce qu'il fait, ça m'intéresse pas et j'ai du mal à me concentrer. Et c'est pas parce que je l'aime pas. C'est parce que... manifestement, j'ai plus de mal à naturellement prêter de l'attention à cette personne, alors que l'autre joueur, après, quand ce sera son tour, lui, je vais avoir envie de roleplay avec lui, etc. Tout ça, c'est des questions que je trouve intéressantes. Des fois, on parle des types de joueurs, vous voyez. On retrouve ça dans certains jeux de rôle, souvent dans la section du MJ, sur comment gérer tel type de joueur et tout. Et je pense particulièrement à Donjons & Dragons, d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a le joueur, il aime bien la guerre, il y a la bagarre, la tactique. Il y a un joueur, il aime bien explorer des choses. Il y a un joueur, il aime bien inventer des bouts de l'univers. Il y a un joueur, il aime bien, je sais pas quoi, être un peu théâtral, etc. Et ce serait un peu comme des types de joueurs et tout. Et en fait, je trouve que c'est pas un angle... Enfin, en fait, c'est vraiment un angle MJ, ça. D'aborder le problème sur le type de joueur, je trouve. C'est pas l'angle que j'ai envie d'avoir parce que c'est pas complètement inintéressant, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, quand vous êtes MJ, ou même quand vous êtes joueur, d'ailleurs, en fait, quand... la question qu'on se pose, c'est celle de l'autre, c'est pas celle de soi. Je regarde les autres et j'essaye de savoir un peu comment me comporter avec eux. La question du type, elle peut être intéressante parce qu'en fait, elle se base sur le comportement. C'est-à-dire que vous observez, un peu comme en psychologie ou dans les trucs comportementalistes, on va dire. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous ne connaissez pas sa vie, son background, son œuvre, je sais pas quoi, et vous n'avez pas le luxe en fait de lui poser la question. Et d'ailleurs, ce serait peut-être malvenu de lui poser 1 milliard de questions, et vous n'aurez jamais accès à l'intérieur du cerveau de la personne qui est en face de vous. Donc, a priori, la seule chose à laquelle vous assistez, que vous pouvez atteindre quand vous regardez cette personne, c'est son comportement. C'est ce qui l'exprime, c'est l'extérieur. C'est ce que vous voyez à un instant T. Et donc, avoir une grille de lecture un petit peu, ça peut être intéressant pour s'adapter sur le moment. Et donc, me dire, ce joueur-là, il a l'air intéressé par le combat. Tiens, je vais lui mettre un petit peu plus de combat. Pourquoi pas? Le problème, entre guillemets, avec ça, l'angle mort, ou on va dire l'erreur qu'on pourrait faire, c'est d'essentialiser la personne. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait une partie de jeu de rôle, je vois bien que cette personne, elle a tel comportement, et donc essayer d'en déduire et de deviner tout ce que cette personne est à travers la toute petite fenêtre que j'ai avec cette personne. C'est-à-dire que même des joueurs avec qui je vais jouer toutes les semaines pendant 3 heures, je ne les vois que 3 heures par semaine, et probablement depuis, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je les connais pas entièrement, quoi. Donc je peux pas savoir qui sont ces personnes. Donc l'étiquette que je leur mets, un peu le type de joueur que je leur mets, le comportement que j'observe, ça ne définit en rien ces personnes.
Ça, c'est une première chose à comprendre. Donc même si cette sorte de grille de type de joueur, etc. peut être intéressante, c'est assez limité. Et en fait, c'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à essayer d'inverser la question, essayer de réfléchir autrement, parce que moi, mon but, c'est d'essayer de m'améliorer moi vis-à-vis de moi, ou de vous aider, vous, peut-être, potentiellement, je ne sais pas, vous me direz, à essayer d'atteindre ou de changer votre propre comportement. Et moi, j'aimerais bien changer mon propre comportement ou m'améliorer dans certains trucs pour pouvoir ressembler davantage à certains joueurs et réussir à prendre le plaisir que j'ai l'impression qu'ils prennent. Ce qui est déjà calqué quelque chose sur leur tête. Hein. Si ça tombe, ils se font chier. Mais moi, vous voyez, quand je vois un joueur et je me dis oh, il est cool, il est stylé, j'ai envie d'être comme lui et tout. C'est bien ça que je me dis. J'ai envie d'être comme lui. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens comme lui autour de la table. Peut-être que c'est une erreur. Si on était tous pareils, ce serait probablement problématique. Mais je me dis, quand je croise à une table un joueur avec qui j'ai vraiment bien aimé jouer, il a l'air de vraiment prendre son kiff. Et moi, en tant que joueur, quand je suis à sa place, je suis pas sûr de kiffer autant que lui. Je sais pas comment dire. Et je vais prendre un exemple pour ça. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une table ronde sur jouer l'émotion et les relations amoureuses, etc., où j'avais invité des gens sur la chaîne. Et voilà, on avait parlé de bleed in, de bleed out, de motherfuckers. Et en fait, souvent, c'est un peu pareil. Ces histoires de bleed in, bleed out, là, cette capacité à me mettre à la place, par exemple, de mon personnage, à ressentir ce que mon personnage ressent, etc., souvent, on a l'impression, on a plutôt la tendance à mettre des étiquettes sur les gens. Ah, toi, t'es plutôt quelqu'un qui bleed in. Ah, toi, t'es plutôt quelqu'un. Ah oui, lui, il est très expressif. Ah, toi, t'es très très fort pour ceci, cela. Encore une fois, à essentialiser un petit peu les gens et à dire, voilà, on a chacun des personnalités, on a chacun notre manière de faire du jeu de rôle, et juste à se comparer, mais pas vraiment à essayer de se comprendre et à être capable de se refiler la compétence qu'à l'autre. Et en gros, quand j'écoutais ces gens là qui disaient ouais, moi je kiffe les parties où j'arrive à être vraiment dans des relations profondes, à ressentir les émotions de mon personnage, etc., etc. En fait, je les comprenais pas. Et mon premier réflexe, c'était de dire vous êtes des aliens. Je ne comprends pas qui vous êtes. Et mon deuxième réflexe, c'était de me dire c'est parce que nous ne sommes pas pareils. Nos cerveaux ne doivent pas être faits pareils. Nos cerveaux ne peuvent pas être faits pareil, puisque je ne comprends pas ce que vous dites. Et voilà, c'est pas grave, j'accepte votre différence. Et donc, en fait, c'est juste... c'est une sorte de posture... peut-être que c'est vrai, en fait. Peut-être qu'on est juste essentiellement complètement différents et qu'on ne peut pas... que jamais je ne ressentirai autant les émotions qu'eux, etc. Peut-être. Peut-être aussi que quand ils disent ça, c'est une sorte de forme de pédanterie. Je sais pas quoi. Si ça tombe, ils me mentent. Ils me mentent. Mais en fait, je préfère être humble et me dire « Waouh, ça a l'air quand même être cool de ressentir autant le truc qu'ils ont l'air de le ressentir pendant une partie de jeu de rôle. » Je pense que ça augmenterait vraiment, si j'en étais capable, mon kiff d'être joueur, en fait. Parce qu'il y a aussi cette question-là. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de MJ qui disent « Ah non, moi, joueur, ne m'en parle pas. Je préfère largement être MJ. » C'est peut-être parce qu'il leur manque le skill, qu'il leur manque la pratique ou qu'il leur manque la bonne posture pour vraiment apprécier la partie de jeu de rôle d'un autre, etc. Et alors, bien sûr, c'est une affaire hyper complexe parce que il y a... Par exemple, moi, je sais qu'il y a des parties que je kiffe, des parties que je kiffe moins. Si je suis fatigué, là, je parle en tant que joueur, mais même en tant que MJ. C'est pareil. Peut-être que tel soir, je vais ultra kiffer la partie, tel autre soir, je vais moins kiffer la partie, etc., etc. En réalité, tout cela est à nuancer. Et peut-être que, en fonction du MJ et en fonction justement des autres joueurs qui sont autour de moi, je peux me retrouver dans les circonstances où je vais être plus à même de ressentir justement ces émotions, etc. Donc que ça ne dépend pas que de moi, que de ma compétence à me mettre dans la peau de mon personnage. Que certains MJ sont capables de plus m'aider à me mettre dans la peau de mon personnage que d'autres, que certains joueurs sont capables aussi de m'aider à faire ça, etc. On n'est pas 100% responsable de son expérience de jeu de rôle, mais je pense qu'il y a un pas quand même à faire dans le sens de « non, je ne suis pas un forever GM parce que c'est ma nature ». Il y a un pas à faire en mode « qu'est-ce que je peux faire pour prendre plus de plaisir en tant que joueur dans une partie de jeu de rôle ». J'ai fait vraiment une grosse bifurcation ici, n'est-ce pas? Essayons de nous recentrer un peu. Je sais qu'il y a certaines parties de jeu de rôle où j'ai pris plus de plaisir que d'autres en tant que joueur, en mode j'ai beaucoup plus ressenti les émotions, etc., etc. Par exemple, dans des circonstances où je jouais en one-to-one avec un autre joueur et on ne se voyait pas. Et c'était que audio, par exemple. Donc, du coup, j'étais hyper immergé, etc. Déjà, je sais qu'il y a des circonstances comme ça sur lesquelles je peux jouer. Je sais aussi que même si je peux tenir le discours un petit peu de « Ah non, moi, dans une partie de jeu de rôle, je vois ça... Ma posture, elle est très extérieure à la partie. Je vois ça vraiment comme la narration déplace les joueurs et le kiff
on déplace les joueurs, on déplace les personnages, et le kiff, c'est vraiment le développement de l'histoire, etc., etc. Je peux tenir ce discours-là, et c'est vrai que naturellement, c'est ça la posture que j'adopte, et c'est d'ailleurs sûrement pour ça que je suis naturellement plus à l'aise dans le rôle de MJ, parce que j'ai plus l'impression d'avoir un recul par rapport à l'histoire et de pouvoir gérer, on va dire, la vue d'ensemble, le cadre, etc. Peut-être que c'est plus naturel chez moi, mais pour autant, contrairement à ce que j'ai pu prétendre, je suis pas un robot. C'est-à-dire que quand je regarde un film, je peux chialer, etc. Alors pourquoi je peux pas le faire pendant une partie de jeu de rôle? Est-ce que c'est parce que on est avec d'autres gens? Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Il peut y avoir une sorte de forme de stoïcisme, un petit peu, vous savez, culturel, on est un garçon, on veut pas pleurer, etc. Mais c'est même pas ça, parce que la réalité, c'est que, à mon avis, en tout cas, à l'heure où je vous parle, quand j'analyse, c'est que la plupart du temps, en fait, j'en ai rien à foutre de mon personnage. Et j'en ai pas grand-chose à foutre non plus du personnage des autres. Et donc, c'est que, et ce sera un petit peu la dernière partie de cette vidéo, je pense que j'ai du mal, dans le cadre d'une partie de jeu de rôle, à entrer en empathie avec la fiction. Contrairement à, par exemple, un film ou un livre. J'ai du mal à entrer en empathie avec la fiction, et je me demande pourquoi. Est-ce que je peux améliorer mon empathie, en fait? Est-ce que c'est un skill qui peut s'améliorer? Et je pense probablement que oui. Et encore une fois, je pense pas que ce soit un truc essentialiste. Je pense pas qu'il y ait des gens qui ont plus d'empathie que d'autres parce que... Enfin, justement, pas parce que c'est comme ça. Voilà. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense que la manière dont on va naturellement approcher le jeu de rôle va vachement dépendre de nos expériences passées et de ce qu'on fait. Si par exemple, je suis un ingénieur et que c'est la logique et la réflexion qui sont mon marteau, eh bien, tous les problèmes que je vais voir vont ressembler à des clous. Et quand je vais jouer à une partie de jeu de rôle, potentiellement, alors je caricature un petit peu, hein, bien sûr, eh bien, en fait, je vais voir les situations comme des problèmes à résoudre. Voilà, c'est peut-être une possibilité. Si, par exemple, c'est mon cas, là, je vais parler de moi, mon approche de jeu de rôle, ou même des choses en général, c'est la créativité, vous voyez. C'est le fait, ouais, je crée des trucs, je prépare des trucs et tout. Pendant la partie de jeu de rôle, en fait, probablement, naturellement, la direction vers laquelle je vais tendre, et ce qui va être perçu d'ailleurs comme ma personnalité par les autres, et que je vais renforcer, en fait, par mon comportement en jouant la partie, parce que ça devient un attendu social. Quand on me voit, en fait, on s'attend à ce que je fasse ça. Mon comportement naturel, ça va être d'essayer de faire des trucs surprenants, ou de préparer le scénario, ou de penser la partie de jeu de rôle comme un scénario, comme un MJ. Et aussi, vu que j'aime bien, un de mes comportements de base à moi, c'est l'humour, et quasiment tout ce que je vais faire, en fait, ça va être de l'humour. Et cet humour va, entre guillemets, nécessiter justement cette sorte de recul pour voir l'absurde, pour voir toutes les situations sur lesquelles je vais pouvoir lâcher une punchline et amuser la galerie pendant la partie de jeu de rôle. Et le fait que ce soit ça mon approche principale, on va dire, ça va conditionner justement le fait que je vais pas nécessairement rentrer en empathie pendant la partie de jeu de rôle. Là où quand je suis en train de regarder un film, concrètement, si je fais des blagues tout le temps pendant le film, je vais casser les couilles des gens, et donc je vais arrêter de le faire, et ça va me permettre de me mettre dans une autre posture qui va être peut-être celle justement de l'empathie pour ce que je suis en train de regarder, les personnages que je suis en train de regarder, etc. Et d'ailleurs, pour refaire le parallèle avec justement la créativité, etc., eh bien, il y a plusieurs manières de regarder un film. À un moment, mon mode par défaut, quand je consommais n'importe quel produit culturel, c'était de me demander comment est-ce que je vais pouvoir m'en servir pour créer des trucs. Donc ça faisait que quand je regardais un film, au lieu d'apprécier le film pour ce qu'il était, j'étais déjà en train de penser à comment j'allais récupérer ce visuel, à me dire « Ah ouais, ça c'est vraiment stylé, faut que je le mette dans ma partie de jeu de rôle, etc. etc. » Donc à moins profiter du film. Et ça, c'est des choses qui sont renforcées par le fait de surtout être dans un mode créatif. Ou bien, par exemple, en termes de choix de ce que je vais regarder des vidéos sur comment faire machin. Comment créer des trucs, comment s'améliorer sur bidule. Et par exemple, en termes de lecture, lire beaucoup de livres de jeux de rôle. Et donc, quand je lis des livres de jeux de rôle, la position que j'ai par rapport aux livres de jeux de rôle, elle est bien spécifique. Je suis en train d'essayer de retenir les règles, de me dire « Ah, ça c'est comme dans tel jeu, ah c'est différent de tel jeu, etc. » Et donc, en fait, en fonction du mindset dans lequel je vais être quand je vais approcher l'expérience, ça va changer pas mal de trucs. D'ailleurs, je regardais une vidéo il y a pas longtemps où il y avait quelqu'un qui expliquait que actuellement, en termes de fiction, c'est les femmes qui lisent largement, enfin le marché littéraire de fiction, il est principalement féminin. Et donc que bien sûr, ça affecte le marché, genre quels sont les livres qui sont publiés, qui sont mis en avant, etc. etc. Donc ça peut créer une sorte de cercle vertueux ou vicieux en fonction de comment on voit le truc. Et qu'à côté, par exemple, à notre époque, les mecs, eux, ils vont lire beaucoup plus
des trucs pour faire des choses qui vont avoir une application pratique derrière. Typiquement, des trucs pour apprendre des nouvelles compétences, développement personnel, ce genre de choses-là. Et en fait, aucune de ces lectures n'est moins bien qu'une autre dans l'absolu. C'est pas ça mon propos. C'est juste que si vous commencez à lire un type de truc et que vous vous enfermez dans cette voie, par exemple, moi je ne lis que de la fiction, et à côté, il y a machin, il lit que du développement personnel, là, bah c'est sûr qu'à la fin, en fait, les gens, ils vont pas penser de la même manière. Ça va avoir un effet sur qui ils sont et comment ils perçoivent la réalité. Et je trouvais assez intéressant la théorie qui disait que justement, en lisant beaucoup de fiction, eh ben, on développe de l'empathie. Et en fait, globalement, je pense que pour développer cette empathie-là, tout est bon à prendre. C'est-à-dire que globalement, l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place d'autrui, à être curieux d'autrui, etc. Et finalement, en étant humble, en fait, par rapport au monde qui nous entoure, et en apprenant des choses sur des sujets très variés, ça nous permet de mieux comprendre, en fait, toutes les situations diverses et variées, et par effet ricochet, à plus facilement pouvoir se transposer dans ces situations qu'on n'a pas nécessairement vécues et à mieux les comprendre. Et donc, si la question, c'est celle de comment est-ce que je me mets dans la peau d'un autre personnage, avoir lu, pour montrer, encore une fois, que ce n'est pas qu'une question de fiction, avoir lu, je sais pas moi, un truc qui n'est pas du tout la fiction, mais genre un récit historique sur une époque, j'aurais sûrement plus de facilité à me projeter dans cette époque que quelqu'un qui ne connaît rien de cette époque. Donc c'est pas forcément que lire de la fiction dont on parle ici. Je pense que tout, plus ou moins à différents degrés, peut nous aider à, si on élargit en fait, si on a toujours soif d'apprendre des nouvelles choses et qu'on élargit le spectre des choses qu'on va apprendre, que ce soit par la lecture ou par l'expérimentation directement, on va mieux comprendre toutes ces nouvelles situations, etc. et plus facilement se projeter dedans. Et par effet ricochet et un peu utilitariste ici, on va être plus à même de se mettre dans la situation de jeu de rôle et de la ressentir en tant que telle, et moins avec cette sorte de recul méta par exemple de cinéphile, vous voyez. Si je vois à chaque partie de jeu de rôle comme une sorte de réalisateur de cinéma, je ne suis en train que de percevoir une toute petite fraction de ce que je pourrais ressentir dans cette partie de jeu de rôle si à la place j'arrivais à me mettre dans la peau de tel personnage, etc. etc. Et donc si tout peut, je pense, améliorer un petit peu cette empathie, en fait, je pense quand même qu'il y a certains médiums sur lesquels je vais pouvoir de manière intentionnelle, parce que bon, je vais pas, la réponse tout fonctionne, ça sert à rien, quoi. On est d'accord. Enfin si, genre vivre, faire des nouvelles expériences, etc. Mais genre, je veux dire, notre temps est limité, on peut pas tout faire non plus, quoi. Surtout en ayant à l'esprit, oui, c'est pour le jeu de rôle, que je fais ça, ouais. Non, je pense que en termes de de trucs un petit peu plus spécialisés, j'ai envie de dire, je pense que la fiction, plutôt que de lire des trucs sur le jeu de rôle ou sur l'écriture de scénario ou je sais pas quoi, consommer, même si j'aime pas le mot, de la fiction, c'est pas mal. Et je pense que la variété de la fiction, en l'occurrence, c'est pas mal aussi. Parce que souvent, un autre truc, c'est qu'on s'enferme un petit peu dans un genre. Enfin, je sais que moi, je vais plutôt regarder des films historiques, là, sur des grands personnages, ou alors des trucs d'intrigue historique, toujours pareil. Et en fait, par exemple, là, au pif, je regarde la série The Bear, où c'est dans un restaurant, une sandwicherie à Chicago, là. C'est complètement différent de ce que je regarderais d'habitude, mais ça me permet de voir d'autres personnages que j'aurais pas rencontrés dans mon quotidien, et qui ne sont pas des vrais personnages, qui restent des personnages de fiction, mais ça me permet de me projeter dans de nouvelles situations. Donc c'est-à-dire que plus je vais déjà aller dans des genres différents, à mon avis, plus je vais améliorer le spectre de ce que je vais être à même de comprendre de manière profonde, en fait. Et donc, le spectre des choses avec lesquelles je vais pouvoir entrer en empathie. Parce que souvent, en fait, on peut avoir tendance, en tout cas, notamment quand on est un petit rigolo comme moi, à tourner en ridicule les trucs qu'on connaît pas. Et c'est pas méchant envers ces trucs. Mais genre, moi, honnêtement, et d'ailleurs, il y a certains genres que j'irai jamais regarder, c'est tout, c'est la vie. C'est vraiment les trucs qui m'attirent 0%. Mais tu vois, genre, on me dit, ouais, les Magical Girl, les trucs de manga Magical Girl, c'est trop bien. J'ai tellement de trucs à regarder que c'est certainement tout en bas de la liste des trucs que j'irai regarder par curiosité pour mieux comprendre ce que c'est. Mais donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est que en faisant ça, je fais un peu une croix sur le fait de jouer à ça. Ou entre guillemets, si je jouais à ça, je le jouerais avec aucune empathie. C'est-à-dire que les autres, peut-être qu'ils sont venus pour jouer des Magical Girls, vous voyez, ils seraient en mode c'est serious, on essaie de jouer des Magical Girls, alors que moi, j'essaierai de comprendre vite fait le trope, et puis je ferai ça de manière complètement second degré dans mon coin, sans aucune empathie pour la fiction qui est en train d'être racontée, parce que j'ai aucune attache émotionnelle à ces histoires de Magical Girl. Cette phrase, ouh, elle m'a essoufflé.
Et donc, il faut quand même faire des choix, etc., bien sûr. Mais, waouh, je sais plus où j'en étais. En gros, la diversité, c'est pas mal. Mais après, ce que je me suis dit aussi, c'est qu'il y a quand même des médiums, un médium en particulier, qu'on a tendance à laisser un petit peu de côté aujourd'hui, parce qu'on a plein d'autres propositions, et c'est pas... Je ne l'érige pas, comme certains aimeraient, au summum, mais je pense que c'est important de le garder dans son carquois, dans son escarcelle. C'est la littérature, tout simplement. Parce que même si, en regardant du cinéma, etc., bah, je peux découvrir des nouvelles choses et me mettre en empathie, tout ça, il y a une chose, en fait, que la littérature a en plus, réellement, qui fait un petit peu sa spécificité, à mon avis, par rapport à toutes les autres formes de médias, mais chacune ont des spécificités. C'est-à-dire que la littérature, hein, qu'on soit bien d'accord, bah, il n'y a pas de putain d'image. Donc, à un moment donné, pour m'imaginer le truc, c'est les images qui vont aussi nourrir mon imagination visuelle. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait se contenter de ça. Je suis en train de dire que, à mon avis, c'est clair, à un moment donné de ma vie, bah, j'ai un peu arrêté la littérature, vous voyez, parce qu'il y avait les autres trucs. En ce moment, je m'y remets un petit peu et tout. Et en fait, quand même, un truc qu'on perd dans les autres médiums, à mon avis, c'est le récit intérieur du personnage. Alors, il peut y avoir des voix off dans certains trucs, ou alors dans certaines bandes dessinées, etc. aussi, on peut avoir un petit peu ce truc-là, mais on va dire que c'est sous-représenté. Alors que dans la littérature, un truc que je trouve assez intéressant, c'est qu'on va poser des mots sur ce que les gens pensent. Et en posant des mots sur ce que les gens pensent, eh bien, ça nous aide à nous mettre à leur place. Parce qu'en fait, la majorité du temps, on est dans notre tête. Enfin, à moins que vous soyez, je sais pas, 99% du temps en relation client, je sais pas quoi. Enfin, non, mais même, c'est complètement débile. En proportion, en temps, la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans votre vie, c'est vous, quoi. Vous êtes seul, la plupart du temps, dans votre tête. Et en fait, pour réussir à être vraiment en empathie avec quelqu'un d'autre, le truc auquel on aimerait avoir accès, c'est sa tête, vous voyez. Et là, on pourrait se dire, je suis dans la tête de cet autre, et je peux m'imaginer à sa place et voir comment il pense, etc. Et ben, ce truc-là, voir comment la personne pense, etc., la littérature, c'est un des meilleurs trucs. Alors après, je suis en train de réaliser que, par exemple, ce que je suis en train de faire là maintenant, d'une certaine manière, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui parlerait pendant 3 heures tout seul, d'une certaine façon, c'est une porte ouverte vers ce qu'il pense. Donc c'est d'une certaine manière ça aussi, mais c'est pas le même rythme, on va dire. Et c'est certainement pas au moment où il arrive pour parler, il a déjà une idée de ce qu'il va dire. Par exemple, moi dans la vidéo, là je suis arrivé, je savais déjà à peu près où je voulais vous emmener, j'ai noté quelques trucs vite fait, j'ai un petit plan et tout. Donc c'est pas tout à fait pareil que de s'arrêter et d'être dans la tête de quelqu'un. Alors vous allez me dire, la littérature, c'est aussi une illusion. C'est-à-dire que ce qui est écrit, quand c'est écrit à ce moment-là, Gérald se dit « Oh là là, je suis en retard, il faut que j'aille au travail ». Bon, bah, en fait, c'est quand même quelqu'un qui s'est arrêté et qui l'a écrit, quoi. Vous n'êtes pas vraiment dans la tête de Gérald qui, précisons-le quand même, est un personnage de fiction. Donc, en fait, Gérald ne pense pas, à moins que vous soyez en train de lire une biographie ou je sais pas quoi. Mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Pour moi, il y a quand même une spécificité assez intéressante à ce genre de fiction-là et qui permet vraiment, pendant, je sais pas, moi, en plus, il y a un peu une histoire de temps long aussi sur la lecture. Donc, quand vous lisez, je sais pas, un bouquin avec un personnage principal et que vous le suivez sur 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 8000 milliards de pages, bah, vous êtes un moment dans la tête de ce personnage et vous allez potentiellement pouvoir vous remettre dans les chaussures de ce personnage-là en vous disant tiens, j'aimerais bien être dans les chaussures de ce personnage-là aussi un petit peu. C'est un peu mon point de départ lorsque j'ai envie d'incarner mon prochain personnage de campagne de jeu de rôle, par exemple. Parce que ça, c'est aussi une des différences un petit peu avec le cinéma. Je pense que le cinéma et tout, ça peut aussi être une bonne accroche, vous voyez, pour rapidement se mettre dans la peau d'un autre personnage. Mais en fait, la petite différence, c'est que vous allez pouvoir reprendre des mimiques, une manière d'être, l'archétype, le style du personnage, mais en fait, ça, c'est plutôt quelque chose que vous allez donner aux autres qu'à vous-même. C'est-à-dire que si je me mets à imiter, je sais pas moi, Jack Sparrow, bon, bah, en fait, c'est une sorte de raccourci pour être expressif et interpréter un personnage de manière un peu théâtrale, mais si j'arrive à bien le faire, ce qui n'est rarement gagné, c'est plutôt les autres qui vont en profiter. Alors que si j'ai lu, je sais pas moi, l'histoire de... Récemment, j'ai lu le premier tome des Cycles d'Avalon. Bon, bah, c'est les histoires des personnages féminins dans les légendes arthuriennes. Bah, peut-être que je gagnerais un tout petit peu de capacité à venir me mettre dans la peau de ce personnage, d'un personnage féminin de la noblesse dans un monde de légende, de la Bretagne.
fantasmer. Ou alors, par exemple, j'ai lu Gagner la guerre. Bon, peut-être si je dois me mettre un peu dans les bottes d'un spadassin, d'un assassin, etc., j'arriverai plus à à me mettre dans sa peau, à penser comme lui et vraiment être un peu plus proche en fait de à prendre plus au sérieux mon personnage et à prendre plus au sérieux la fiction qu'on est en train de raconter, vous voyez. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Je commence à manquer de salive et on est déjà loin dans la vidéo. Et d'ailleurs, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de dire. Et donc, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Pour tout vous dire, pour être tout à fait honnête. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné à réfléchir. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Éventuellement, si le cœur vous en dit, à mettre une petite pièce dans le chapeau. D'ailleurs, je remercie Michael, incroyable. Michael, récemment, je sais pas, j'ouvre ma boîte mail. Qu'est-ce que je vois? Un don de 100 €. Michael, je sais pas qui t'es, mais merci, mec. Et merci à tous ceux qui ont fait des dons récemment, par le passé, et qui en feront à l'avenir pour soutenir ce qui se fait sur cette chaîne. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.